Salut, petite intro rapide pour vous dire que si vous voulez savoir pourquoi il n'y a pas eu de vidéo le samedi dernier et un peu aussi le futur de la chaîne, je vous invite à suivre beaucoup l'onglet communauté. Je communique énormément sur le futur de la chaîne, de ce qui arrive. Normalement, il y a environ un post avant chaque vidéo. Donc voilà, de même, n'hésitez pas à vous abonner. On s'approche de plus en plus du cap des 2000, ça me fait énormément plaisir. Et sur ce, bonne vidéo. Ouais, ça servait d'intro, j'avais vraiment pas d'idée pour le coup. Bye. Alors, le mot difficulté, va falloir le définir parce que c'est assez compliqué d'en parler sans savoir de quoi on parle. Dans un jeu vidéo, la difficulté, ça dépend avant tout de deux facteurs. D'un côté, le niveau du joueur, et de l'autre, le niveau des obstacles qui sont opposés au joueur. Pokémon, c'est un RPG en tour par tour. Donc, l'évolution du joueur va se faire non pas par l'amélioration de son skill, de son apprentissage des mécaniques du jeu, mais avant tout par l'évolution de son équipe de Pokémon. Et les obstacles qui déterminent la difficulté sont les autres dresseurs, qui affronteront le joueur et qui donc évolueront de la même manière. L'évolution, tant du côté du joueur que des dresseurs, passe par plusieurs facteurs liés aux Pokémon. Tout d'abord, l'amélioration du niveau des Pokémon qui elle-même entraîne plusieurs autres améliorations. Tout d'abord, l'amélioration de leurs statistiques, qui vont les rendre plus résistants, plus puissants, plus rapides, des évolutions de statistiques qui passeront également par des évolutions de Pokémon, qui sont à chaque fois un step-up visuel de la créature, mais aussi une amélioration statistique assez majeure. Mais aussi, l'amélioration du niveau est liée à une amélioration du moveset des Pokémon des joueurs. Il y a les attaques qu'ils apprendront en montant de niveau, mais aussi via l'utilisation de CT que le joueur trouve dans la nature ou obtient au fur et à mesure du scénario. Et enfin, au fur et à mesure que le joueur avance dans le jeu, il va pouvoir capturer de plus en plus de types de Pokémon différents. Et souvent, les Pokémon avec le plus gros potentiel ou la plus grande force sont cachés dans des endroits assez reculés du jeu. Donc, par principe même, un jeu Pokémon devrait donc jongler entre l'augmentation du niveau des Pokémon et les changements qu'il amène avec la variété de créatures pour créer une courbe de difficulté qui permet au jeu de rester divertissant, avec donc des dresseurs qui utilisent beaucoup de Pokémon variés avec un niveau semblable voire plus élevé à celui du joueur. Sauf que ce n'est absolument jamais le cas, puisque la courbe de difficulté, c'est probablement le point de la série qui est le moins maîtrisé, avec les graphismes des derniers jeux, mais ça, c'est un autre sujet. Prenons l'exemple de la deuxième génération, les 5e, 6e et 7e champions sont faisables dans n'importe quel ordre. Cela se fait donc avec le fait que le niveau de leur équipe est complètement harmonisé et donc à peu près au même niveau. Ainsi, entre le 5e et le 7e champion, leur équipe prend à peu près 2 niveaux, ce qui est très peu entre le 5e et le 7e badge. Pour comparer, en 3e génération, c'est une augmentation de 13 niveau. En soi, l'idée de laisser le choix aux joueurs est tout sauf mauvaise et ça favorise la rejouabilité. Mais autant mettre ça de l'ordre du sequence break et tout de même garder la courbe de difficulté classique. Surtout quand, de base, le scénario du jeu met énormément en avant l'ordre classique, c'est-à-dire 5e, 6e et 7e badge. Sauf que voilà, le jeu peut considérer que vous faites les arènes dans n'importe quel ordre et donc les nivelle vers le bas. Mais à l'inverse, le niveau de vos Pokémon, lui, il va augmenter. Et donc là où vous pouvez potentiellement un minimum galérer contre le premier des trois, enfin pas trop, ça reste Pokémon quand même, vous allez juste rouler sur le dernier. Et cette histoire de courbe de difficulté complètement amateur n'est que le meilleur des exemples. La courbe de difficulté de Pokémon est faite pour être nivelée vers le plus bas possible. Et résultat, les boss du jeu, à savoir les champions d'arène et à la limite les boss de team, ont toujours des Pokémon au niveau similaire au vôtre. Les augmentations les plus visibles ne se verront qu'en fin de jeu, à la ligue, avec des boss de fin, les maîtres et le conseil 4, qui tournent en moyenne autour du niveau 60. Sauf que voilà, on touche déjà à un premier souci. Par essence même, mettre sur un pied d'égalité le joueur et les IA est contradictoire. D'autant plus dans un jeu comme Pokémon, où le joueur est de base bien plus libre, à des équipes bien plus modulables, là où la majorité des adversaires se centrent autour d'un, voire deux types, et surtout, le joueur peut imaginer des stratégies bien plus alambiquées, utiliser des objets en combat par exemple, ce que les dresseurs ne font que très rarement. Quand on ajoute à ça que les derniers jeux se font un malin plaisir d'ajouter, en plus de ça, énormément de soins automatiques, histoire d'encore plus appuyer cette pseudo-égalité parfaite joueur-adversité, et on obtient des challenges qui sont designés et qui seront designés pour être constamment inférieurs au niveau du joueur. Dans les jeux récents, jamais vous ne galérerez dans un jeu Pokémon tant que vous suivez la courbe de difficulté. J'en reparle en fin de vidéo. Et c'est pour ça qu'énormément de fangames, se vantant d'avoir une expérience plus difficile, font ça en augmentant le niveau des adversaires. Même Game Freak a essayé, avec le seul mode difficile officiel de la licence, le mode challenge de Pokémon Noir 2 qui boostait de 2 à 5 niveaux les Pokémon des adversaires. C'est une bonne idée,
en soi, mais booster artificiellement les niveaux des adversaires sans rien apporter en plus n'est qu'une solution de façade et même une solution de facilité de mon point de vue. Ça ne règle en rien les soucis internes de la manière dont Pokémon essaye de concevoir du challenge. Cette solution peut être intéressante, et concrètement elle l'est, mais elle nécessite des ajustements. Le premier serait de complètement cacher le niveau des Pokémon des dresseurs adverses afin d'éviter de provoquer un complexe d'infériorité de la part du joueur. Car imaginons qu'on booste au hasard le niveau de Tanguy, 8ème champion d'arène de la région de Sinnoh, qui est une équipe centrée autour du type électrique, tournant autour du niveau 48. Augmentons le niveau moyen de cette équipe de 4 pour arriver au niveau 52. Si le joueur arrive à cette 8ème arène et perd avec une équipe de niveau inférieur, il pensera en voyant le niveau élevé des Pokémon de Tanguy qu'il a mal suivi le scénario et la courbe de difficulté et qu'il manque des niveaux qu'il va aller rattraper. Il s'entraînera dans X ou Y route contre X ou Y dresseur, il reviendra au niveau 52 et résultat vous n'aurez en rien réglé le problème. Vous l'aurez simplement décalé à un peu plus tard. Maintenant, imaginons qu'on masque le niveau de ces 4 Pokémon boostés. Le joueur, ne voyant alors plus qu'un champion ayant des Pokémon certes durs à combattre et probablement overlevel, mais ne sait pas à quel point. Et donc s'il perd, certes il est tout à fait possible d'imaginer qu'il va quand même aller overlevel pour prendre 2 ou 3 niveaux et revenir en ayant une plus grande marge de manœuvre, mais il est tout à fait possible aussi qu'il se dise que les Pokémon ne sont pas si en avance que ça et que c'est simplement lui qui les joue mal. Il pourrait donc alors retenter le combat contre Tanguy en faisant plus attention, voire même en essayant d'élaborer des stratégies. On peut penser par exemple à un usage intensif d'attaque de type sol, voire essayer de mettre en place un compte pour chacun des 4 Pokémon de Tanguy, en utilisant un Pokémon comme Ossatueur qui fait relativement bien le taf. Ainsi, cette solution de cacher les niveaux n'est certes pas parfaite pour essayer de limiter l'overgrind, mais j'ai l'impression vraiment qu'elle pourrait amener une idée de se dire c'est pas eux qui sont trop forts, c'est moi qui fais mal les choses. Et même Game Freak a essayé temporairement de régler ce souci d'overgrind. Ainsi, en 5ème génération, je n'ai pas réussi à trouver pour savoir si ça a été conservé à partir de la 6ème, le système de calcul d'XP fonctionnait différemment en intégrant une variable dans le calcul qui fait que plus le niveau de votre Pokémon est élevé par rapport à celui de votre adversaire, moins vous gagnerez de points d'expérience. C'est déjà ça, ça annule pas à la perfection les soucis d'overgrind qui pourront de toute façon jamais être réglés, mais c'est déjà ça dans tous les cas. L'autre solution bien plus viable serait selon moi de complètement repenser l'approche qu'a le jeu avec les combats de dresseurs. Jusqu'à la 9ème génération qui a complètement repensé ce système à cause de son open world, les dresseurs agissez comme des murs à votre progression, et en soi, c'est bien. Le concept de proposer d'un côté des combats contre des trash mobs et de l'autre des affrontements plus élaborés, c'est vraiment super cool. Cependant, ce que la licence fait mal, c'est qu'elle a aussi traité les dresseurs comme de simples trash mobs avec des boîtes de dialogue. Les dresseurs des jeux Pokémon ne sont que très rarement, voire pas du tout, des obstacles à votre progression. Ils sont très nombreux, certes, mais ont trop peu de Pokémon pour que ça devienne vraiment intéressant de les affronter. Là, comme ça, citez-moi un dresseur qui vous a marqué. Autre un nom à la con style Jean Raoul Scout ou un bug lié à un dresseur, comme le bug du croupier. Ah, effectivement, vous galérez à en sortir. C'est pour ça qu'il faut changer ça. Et une méthode me paraît assez intéressante. Utilisons les classes de dresseurs qui jusque-là ne servaient pas à grand-chose. Grosso modo, suivant les environnements, les dresseurs changent et chaque classe utilise plus souvent tel ou tel Pokémon. Bien évidemment, avec le nombre croissant de créatures, les classes de dresseurs se sont aussi multipliées au fur et à mesure des générations, avec souvent des caractéristiques assez farfelues. Ainsi, là on avait dans la première génération des exorcistes qui utilisaient quasi exclusivement Phantominus et Spectrum, on trouve dans la 5ème gène une classe de dresseur nommée Boulangère qui utilise des Pokémon en rapport avec la bouffe. Un Apitrini et un Ursaring dans noir et blanc, parce que le miel, les ours qui mangent le miel, et un Afflamanor dans noir de blanc 2, parce que j'imagine que ça fait une référence à la cuisson. Bref, c'est quelque chose qui est vraiment très peu poussé, alors qu'on trouve plus de 150 classes de dresseurs uniques à travers la série. Et je compte même pas les classes de style Spear Rocket, Champion d'arène, Conseil 4 et tout. Et si on essayait de coller une stratégie spécifique à chaque classe de dresseur, en tout cas les plus courantes. Par exemple, les montagnards pourraient se baser sur l'attaque piège de roc, et un usage intensif de l'attaque entière pour pouvoir même toucher les Pokémon vol avec des attaques sol. Les classes de dresseurs basées sur des sportifs, comme randonneur ou roller skater, pourraient utiliser avant tout des attaques de priorité, comme Vive Attack, Back Punch, Aqua Jet, voire vitesse extrême en fin de jeu, mais aussi des Pokémon avec le talent turbo qui booste la vitesse, comme Ninjask, Brutapod, voire Brasigali si on veut vraiment faire des bons gros randonneurs vénères sa mère. Les dresseurs rencontrés sur les différents chenaux d'un jeu pour utiliser des stratégies basées sur de la pluie, avec l'utilisation de talents tels que glissade, hydratation ou peau sèche, tous ultra bénéfiques sous la pluie, ou alors à minima une stratégie basée sur un semblant d'immunité à l'eau, avec un talent comme Absorbo ou Lavabo. Et enfin les top dresseurs, adversaires rencontrés en fin de jeu, surtout
autour de la route victoire, auraient tous des équipes bien plus développées, bien plus stratégiques, des objets et seraient globalement des espèces de mini-champions d'arène. Il y a matière à imaginer énormément de choses, surtout vu l'immense diversité que propose la licence, et rien n'empêcherait de garder les dresseurs acquis principalement monotypes, comme les dresseurs d'arène par exemple, et pourrait même aller encore plus loin en faisant en sorte que les classes de dresseurs jeunes, style les gamins, utilisent volontairement des stratégies foireuses. Par exemple, un gamin en début de jeu qui utilise des Pokémon insectes, Pokémon conçus pour être faibles, ou un gamin en fin de jeu qui booste à mort un Monaflemit, Pokémon aux statistiques impressionnantes, mais qui n'est capable d'attaquer qu'un tour sur deux et qui est donc complètement nul à chier. Surtout qu'au final, ça s'est déjà fait. J'ai souvenir d'IA de scientifiques en 4ème et 5ème génération qui spammaient les objets de boost au début de chaque combat. Et d'ailleurs, je pense même qu'on devrait réduire les nombres de dresseurs présents sur chaque route pour vraiment développer 2-3 dresseurs grand max par route, voire aller 4 ou 5 si la route est vraiment très grande. Mais sur ces 2-3 dresseurs, on met le paquet. Ils auront une équipe complète avec minimum 4 ou 5 Pokémon, des objets, soit de soins, soit des baies, voire des objets à tenir à leur Pokémon. En tout cas, à partir de la 2ème ou la 3ème arène. On peut garder les dresseurs nuls pour avant, c'est encore le début du jeu, le joueur n'est pas encore pleinement habitué au système, Faut garder en tête que c'est potentiellement le premier jeu de Pokémon de quelqu'un. Et ça, encore une fois, ça s'est déjà vu avec l'un des seuls bons points des remakes de la 4G, qui donne aux Pokémon Star dresseurs importants une baie qui nullifie une fois une attaque super efficace. Ainsi, on ferait des dresseurs quelque chose de bien plus grand que le simple trash mob avec des boîtes de dialogue. Chacun des dresseurs proposerait un affrontement un minimum varié, intéressant, mais avec chacun une faiblesse apparente, faiblesse autre que « Oh là là, je vais spammer une attaque stabée avec mon Pokémon préféré en overlevel ». Pokémon, c'est facile. Cela renforcerait l'idée de vraiment parcourir un monde un minimum vivant. Et surtout, leur variété permettrait sur le long terme de demander aux joueurs de réfléchir à l'avance comment construire son équipe pour pouvoir contrecarrer au mieux chacune des stratégies de dresseur. À la limite, on pourrait garder la structure actuelle, à savoir beaucoup de combats faciles plutôt que 2-3 combats plus relevés, pour les combats de team antagonistes, ce qui accentuerait l'effet de nombre tout en développant bien sûr les admins et les boss. Parce que les admins actuellement, ils servent vraiment à rien. Et tout ça permettrait de mettre sur le devant de la scène un point de la série qui n'était que trop peu exploité par Game Freak, la stratégie. C'est bien beau de faire des championnats du monde et d'ajouter des modes ranked dans les derniers jeux, mais si les jeux en eux-mêmes ne comportent directement aucune porte d'entrée, en dehors des zones de combat dans plusieurs post-game qui n'ont pas directement de porte d'entrée car ne possédant qu'un gros tutoriel, et je pense même que Game Freak considère le scénario lui-même comme des tutoriels, bah au final la stratégie tu l'introduis à personne et c'est surtout des gens de là depuis très longtemps qui vont être là. Et ceux qui découvrent, soit ils vont tâtonner par eux-mêmes, ce qui est rarement concluant, soit ils vont laisser se renseigner sur internet, ce qui est une preuve de l'échec du game design de Pokémon. Et le pire, c'est que ce genre de construction de dresseurs, comme des gros puzzles plus que comme des trash mobs, ça a encore une fois déjà existé dans la licence. Prenons Blanche, 3ème championne d'arène de Johto, exemple reconnu de combat réellement difficile. Bah tu vois quand tu veux Johto. Son équipe se compose d'un Mélofée et d'un Écrémeux. Alors le Mélofée, regardez-le bien, on va pas en parler parce que la vraie raison de la difficulté, c'est l'Écrémeux, qui est l'un des rares Pokémon de dresseur qui a vraiment été bien pensé de la part de Game Freak. Cet Écrémeux est un cas connu, je vais pas m'atteler à le présenter, et si vous voulez vraiment savoir de quoi je parle, tapez Whitename Tank dans la barre de recherche de votre navigateur de recherche préféré, et laissez internet vous instruire. Pas trop non plus, faites attention. Cet Écrémeux possède pourtant deux contres assez faciles à trouver. Première option, récupérer un Pokémon de type Spectre à la tour Chétiflore, afin de neutraliser la moitié de l'arsenal d'Actimel. Utilisez Malédiction pour maudire Candia, qui perdra un quart de ses PV à chaque tour. Combinez ça à Hypnose pour l'empêcher d'attaquer, et Lactel partira dans son sommeil. Alors, cette solution n'est pas particulièrement mise en avant par le jeu, et nécessite une connaissance, certes assez minime, mais tout de même assez existante de la table des types, car à ce stade, le seul Fantominus que vous êtes obligé de rencontrer est celui du rival, et vous pouvez ne même pas savoir qu'il est immunisé aux attaques de type normal. Bilan, solution viable, mais qui demande d'un peu fouiner, ou d'avoir déjà joué à un jeu Pokémon. Autre solution, explorer Doublonville pour trouver un dresseur vous proposant en échange un soporifique contre une Machoke femelle. Counterpark parfait de Yoplait. Type combat ayant l'ascendance sur le type normal de Gervais, de sexe féminin, ce qui empêchera Jockey d'utiliser Attraction et qui résiste à Roulade. Tout ça ne demande qu'un peu d'exploration et de capture de soporifiques trouvables au nord de Doublonville. Et globalement, c'est ça pour chacun des combats jugés durs dans la série. Même les combats designés pour vous mettre face à des créatures objectivement plus fortes que les vôtres peuvent être facilement rendus plus simples.
Par exemple, les dominants de la 7ème génération, qui possèdent toutes des faiblesses assez frappantes. Pour rester dans les dominants, c'est des Pokémon sauvages, donc qui ne peuvent pas être switch. Par exemple, Ultra Necrozma, Toxique, Pokémon acier qui tank, et c'est fini. C'est ciao. Les seuls combats d'exception notables sont ceux conçus pour être volontairement durs, comme le combat contre Goujava dans Noir de Blanc 2, Red dans Or et Argent, Cynthia, en fait la plupart des maîtres de la ligue, sauf les derniers qui eux sont vraiment Claqué au sol. Ah, et bien évidemment, oui, l'utilisation d'objets, tant d'objets de soins qu'objets à donner aux Pokémon, est à généraliser. Ce n'est pas normal que des adversaires que le jeu décrit comme des humains se baladent sans objets de soins, bordel. Game Freak, on est en 2023, surtout qu'on peut généraliser ça en dehors des objets de soins. Voir des dresseurs utiliser des objets inédits permettrait aux joueurs d'apprendre directement leur utilité et leur effet. Et ça permettrait aux joueurs d'apprendre à se servir d'outils stratégiques. Par exemple, un champion de type normal, bam, casque brut sur un de ses Pokémon, comme ça inconsciemment le joueur qui utilise le direct combat apprendrait à s'en méfier. Et de même, on peut garder l'idée de les rendre débloquables que via les challenges de combat en fin de jeu. Comme ça, l'IA aurait enfin un avantage sur nous, ce qui rajouterait un peu plus de piment. Il faut vraiment repenser le design des combats Pokémon, pas tant d'un point de vue mécanique, mais mise en place de l'adversaire et de son intelligence artificielle. Oui, Game Freak, on prendra plus de plaisir à galérer, ne serait-ce que légèrement, sur un dresseur et un vrai semblant d'équipe plutôt que 4 gros trash mobs. Et quand on prend en compte le fait que les combats deviennent de plus en plus faciles, grâce à l'ajout de mécaniques comme les mégas, les attaques Z, le Dynamax, la Terra Cristallisation, bien qu'encore une fois, pour les deux derniers, ils ont été assez intelligents pour restreindre ça au combat de champion. Mais aussi, grâce à l'apparition d'outils cachés qui renforcent encore plus le joueur comme l'affection, c'est vraiment de plus en plus compliqué de prendre plaisir à jouer à un jeu Pokémon. Et par plaisir, j'entends de sentir que le jeu nous résiste, pas qu'on ait une espèce de pseudo-élu qui va dominer tout le monde. On ne découvre plus le game design de la licence, et le joueur est soit obligé de jouer under level, soit de s'imposer des règles pour vraiment kiffer. Et le pire, c'est que quand on fait ça, le plaisir de jeu est encore présent. Je me souviens avoir personnellement surkiffé le conseil 4 de Paldea, uniquement parce que je suis arrivé avec une équipe level 50 contre des dresseurs allant jusqu'au niveau 60. J'ai galéré, mais qu'est-ce que c'était cool à faire, et pourtant, ce conseil 4 est reconnu comme étant tout pourri. Donc, résumons. 1. On cache le niveau des Pokémon des dresseurs adverses pour éviter le sentiment d'infériorité. 2. On réduit le nombre de dresseurs et on développe leur équipe en fonction de leur classe autour de stratégies spécifiques. 3. On généralise l'utilisation des objets chez l'intégralité des dresseurs, hors sbires de team, parce que eux, vraiment, c'est des trash mobs de base. 4. On construit les champions soit comme des dresseurs ayant des Pokémon en surlevel, soit en les construisant comme des puzzles à résoudre, façon blanche de la 2ème génération. Pokémon, c'est pas un jeu impossible à rendre difficile. Toutes les bases sont là. Les seules vraies nouveautés que j'ai amenées sont la réduction du nombre de dresseurs, ce qui est pas déconnant vu comment la 9G a rendu ça complètement optionnel, et l'absence d'indication du niveau de l'adversaire, ce qui dans le fond changerait pas grand chose. Tout le reste est là et a déjà été exploité par Game Freak. Même l'overlevel que j'ai présenté via Tanguy, on l'a déjà vu. On a tous en mémoire ce moment où Red envoie son Pikachu level 88 contre notre équipe niveau 65. Et j'ai moi-même partagé un autre exemple avec ma pauvre équipe de Paldea qui a galéré contre ce conseil 4 de merde. Et même, il y a énormément d'autres possibilités que je n'ai fait qu'effleurer. La licence Pokémon et son game design si unique et si particulier, c'est une mine d'or d'idées. Et on en reparlera un jour ou l'autre. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous ai fait la chanson en début donc je vous la referai pas, hop hop hop, ça s'affiche à l'écran. À dans une semaine pour une vidéo sur Oshinoko qui sera en collaboration, ça fait très longtemps que j'en ai pas faite. C'était Amano, à la prochaine, lisez ED de Luck pour partir plutôt à la retraite, Amano, out.